Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Entrée libre. C'est un enjeu de société, un sujet de société. Les femmes sont trop peu nombreuses dans les métiers du numérique. Depuis plus de 30 ans, la parité dans les filières IT se dégrade et cela a des conséquences à la fois économiques et sociétales. Économiques puisque on manque de main-d'œuvre et de main-d'œuvre de qualité dans ces filières. Et puis sociétales parce que la société numérique a, vous le savez, de plus en plus d'impact sur notre quotidien. Il est donc inadmissible, voire dangereux, c'est ce que l'on verra avec notre invité, qu'elle ne soit développée ou gouvernée que par des hommes. Marie Duchastel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la programmatrice du KIC Festival. On va rappeler tout à l'heure en quelques mots ce qu'est ce festival. Et récemment, vous étiez intervenante dans un colloque et vous avez amené ce thème sur la table, femmes et numérique, une histoire de stéréotypes à détruire et de technologies inclusives à construire. Alors, dans les grandes lignes, que voulez-vous finalement nous amener avec cette thématique ? Alors, je vais parler en fait déjà de l'histoire des pionnières de l'informatique, parce qu'il faut savoir que donc il y a très peu de femmes dans les filières de l'informatique en ce moment, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu à un moment. On va voir ensemble l'histoire un peu de tout ça. Et puis, je vais remonter jusqu'à nos jours et parler plutôt des géants de la tech et de la Silicon Valley et de la pénurie de femmes dans ces entreprises-là et du danger en fait. Du danger, on va y venir effectivement. Alors j'ai dit, vous êtes programmatrice du KIC Festival, une femme dans le numérique donc, c'est bien, on la montre. Quelques images peut-être pour rappeler le KIC et vous pouvez les commenter. Ce festival qui est connu des Namurois et pas que, parce qu'il rayonne beaucoup à l'international. Rappelez-nous en quelques mots. Mais donc c'est un festival qui explore les cultures numériques et créatives et les liens entre art, science et technologie à travers un programme de conférences au Théâtre de Namur, au Palais des Congrès et maintenant au Delta, la nouvelle maison de la culture qui va réouvrir. Il y a aussi des workshops, il y a le Market qui est un marché des innovations technologiques et alors on a le KIC in Town qui est tout un parcours en fait à travers la ville d'œuvres, c'est un parcours en fait d'œuvres d'art et d'installations interactives qui sont dans des lieux insolites. On le voit ici sur les images, dans la cathédrale Saint-Aubin, dans l'église d'Arscan, dans l'école Notre-Dame et dans un peu partout dans Namur, effectivement. Voilà, partout dans Namur. Vous croisez beaucoup de femmes justement lors de cet événement, qu'elles soient créatrices ou à des postes justement plus intéressants, plus haut placés au niveau du numérique. Oui, il y a beaucoup de femmes. Déjà dans les participants, on est à 46% de femmes, donc on est quasi à la parité au niveau des participants. Et puis dans les intervenants et intervenantes, on met un point d'ordre à avoir une parité aussi. Et donc, et d'ailleurs, c'est la première chose que je vais chercher, c'est mettre des femmes en avant. On le verra tout à l'heure, c'est important. C'est parce que vous y veillez, sinon c'est pas forcément une réalité. Alors, c'est pas forcément une réalité dans ces domaines-là, mais il y en a de plus en plus et c'est important de les montrer parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui sont sous les feux des projecteurs. Donc, quand il y en a, il faut les mettre en avant. Alors, pour comprendre un peu ces histoires de stéréotypes, on va parler de vous. De votre parcours finalement, puisque vous incarnez cette femme dans le numérique et ce parcours probablement, j'imagine, semé d'embûches et un peu chaotique avant d'y arriver. On va voir la première photo. On a décidé d'épingler ensemble quelques photos qui vont un peu parler de vous. Alors cet ordinateur, je ne sais pas s'il dit beaucoup de choses à beaucoup de monde, mais vous avez pu le côtoyer dès votre plus jeune âge. Oui, c'était en maternelle, donc j'ai fait mes études à Bruxelles et j'ai eu la chance en fait d'être dans une école à pédagogie alternative et donc dès la première maternelle, on a eu affaire à ce robot qu'on appelait la Tortue. C'est un projet en fait d'éducation du MIT, le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, qui a développé en fait ce robot pour pouvoir apprendre les bases du code aux enfants. Et ça, je veux dire, il n'y a que vous et les élèves de votre classe. Ça n'était pas dans les autres écoles. L'informatique n'était pas encore montrée suffisamment aux enfants et encore moins aux filles. Non, elle n'était pas encore. C'était pas dans le programme
officiel, mais j'ai eu la chance d'être dans cette école. Et la manière dont ça fonctionnait, c'est que donc il y avait ce petit robot sur lequel il y a un stift qui sont en fait les stifts qui peuvent écrire sur les tableaux blancs. Ouais. Et tout le sol de la classe était recouvert de ce tableau blanc. Et on mettait des disquettes dans la tortue pour lui dire avance de 5, tourne à gauche de 6. Et en fait, ça nous permettait de faire des dessins sur le sol. Voilà. Et c'est là que vous avez été mordu, j'ai envie de dire, par l'informatique. Et puis, seconde photo, eh ben, finalement, quelques années plus tard, on vous retrouve là, dans un auditoire de l'IEX et dans une section qui n'est pas du tout une section informatique. Non, pas du tout. Parce que quand j'ai terminé mes études secondaires, j'ai voulu faire l'informatique. Et donc, j'en ai parlé à ma famille, à mon entourage. Et tout le monde m'a dit... ah oui, mais fais gaffe, tu vas te retrouver avec que des geeks dans un environnement super masculin. Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Est-ce que tu es sûr de tenir le coup aussi On vous décourage? On m'a découragée, oui. Parce que vous êtes une femme? Parce que je suis une femme et que j'allais me retrouver dans un environnement avec que des hommes. Et donc, je me suis retrouvée à l'IEX, qui est un choix, je pense que beaucoup de filles font, parce que... et d'ailleurs, on le voit dans la photo de cet auditoire, il y a énormément de femmes. Ouais. Et quand j'étais à l'IEX, il y avait énormément de femmes aussi. C'est de la com, de la pub, voilà cette filière qu'on offre plus facilement aux femmes. Hein. Voilà, c'est une filière de communication, mais dans laquelle il y a des cours pratiques aussi. Et donc, j'ai fait ces études-là. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à la fin de mes études, donc il y a beaucoup de cours pratiques où on doit choisir des médias, que ce soit la vidéo, le son, la photo ou le web. Et j'ai choisi de faire tous mes projets en web, en HTML. Et donc là, j'ai fait un CD-ROM interactif. Ça n'existe plus. On parle même plus de CD-ROM en ce moment. Mais donc mon projet de fin d'année, c'était là-dedans. Et donc je me suis rendu compte en fait que finalement, je suis revenue vers ce qui m'intéressait à la base en terminant mon master à l'IEX. Du coup, vous faites un deuxième master. Et là, on va aussi voir quelques images. Et vous partez à l'étranger pour ce deuxième master, dans une école, plutôt une école d'art. Et voilà, vous créez ce masque virtuel, c'est ça? Oui, donc en fait c'était à LCC, London College of Communication. Je me suis inscrite à un master en médias interactifs. C'était un cours très expérimental de tests, de design d'interface, de nouvelles technologies et d'électronique. Et donc ça c'était le projet de fin d'études. On a réalisé en fait un casque de réalité virtuelle qui nous permettait de visualiser grâce à des marqueurs des objets en 3D dans une pièce, ce qui était, et à l'époque il faut savoir que les casques de réalité virtuelle n'étaient pas du tout répandus comme maintenant. C'était, si vous regardez sur les images, c'est une webcam qui a été scotchée à un casque et c'était très sommaire pour l'époque. Bref, vous y êtes arrivé finalement. Et puis bon, il y a eu un parcours professionnel et vous avez atterri, si je puis dire, au Geek Festival. Quelle est la morale peut-être de votre parcours scolaire, de votre enfance jusqu'à votre premier job dans le numérique? Quelle est la morale de tout cela? Qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers votre parcours? C'est que, et je crois que ça va être la morale de tout ce que je vais dire dans la suite, c'est qu'il y a vraiment cette image stéréotypée de la femme qui doit se conformer à certaines images que la société se fait d'elle. Et donc, une femme qui est dans des filières un peu hors du commun pour une femme en général, que sont l'informatique ou des métiers très techniques, souvent on va lui dire t'es sûre, et on va la décourager en fait et la conforter dans le fait qu'elle n'est pas capable de le faire. Et je me suis rendu compte que finalement, si j'avais choisi l'informatique directement, j'aurais peut-être un peu gagné du temps dans mon parcours. Après, j'ai fait des super études et je ne regrette pas. Mais je me suis rendu compte que j'avais écouté en fait cette image stéréotypée de la femme, ce qui m'a empêché de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Tout de suite. Alors on va faire un petit bond dans le temps, un fameux bond dans le temps d'ailleurs, avec cette photo. Qui est, excusez-moi, je perds ma voix, voilà, une annonce où le New York Times donc recherche un computer qui veut dire ordinateur en anglais, sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une machine. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs la première fois que le mot computer apparaît dans les médias. C'est une annonce qui est apparue en 1892 dans le New York Times. Et en fait, c'est une annonce pour un job. C'est une petite annonce qui dit « Nous recherchons un computer étant en fait une personne qui fait des calculs ». Et il faut savoir qu'en fait, à l'époque, les premières personnes qu'on engageait pour faire ces calculs mathématiques, parce qu'évidemment les ordinateurs n'existaient pas,
c'était les femmes. Voilà, on peut voir d'ailleurs sur la photo suivante, assez vite, finalement, que ce sont essentiellement effectivement des femmes qui calculent. Pourquoi seraient-elles plus intelligentes que les hommes de l'époque? J'imagine qu'il y a d'autres plusieurs raisons. D'autres explications. La première chose, c'est qu'à l'époque, donc pour faire ces calculs mathématiques qui servaient à déterminer des calculs de balistique de missiles, à faire des calculs dans la recherche scientifique et notamment l'astronomie, il fallait beaucoup de personnes parce que ces personnes devaient travailler en réseau et vérifier les calculs des autres. C'est-à-dire que si on arrivait plusieurs fois au même résultat, ça veut dire que le calcul était bon. Et forcément, à cette époque-là, la main-d'œuvre la moins chère, c'était qui? Les femmes. C'était les femmes. Voilà. Et du coup, énormément de femmes ont été engagées dans ces filières-là, en fait, pour faire des calculs mathématiques. Voilà. Là, ce sont les connexions des standards téléphoniques aussi. Hein. Voilà. Parce que le standard téléphonique aussi, il y a souvent cette association qui est faite entre la femme secrétaire, la femme assistante, et donc c'était les femmes qui étaient les opératrices téléphoniques à qui qu'on avait en ligne en fait pour pouvoir contacter un certain numéro ou une certaine personne. Ceci dit, ça demandait quand même un savoir-faire technique assez important, de la précision, des compétences qui étaient loin d'être des compétences de base. Bien sûr, donc ça demandait des compétences techniques, mais il faut savoir qu'aussi les femmes étaient engagées dans ces métiers parce que ces métiers, à l'époque, n'étaient pas encore considérés comme des métiers prestigieux. C'est ça. Et donc des métiers, qui dit métier prestigieux, dit métier aussi associé au pouvoir et à la masculinité en général. On peut voir la dernière photo de ces femmes. Je voudrais revenir sur une notion, la notion de kilo girls. Donc on parlait de kilo girls à l'époque, c'est-à-dire? Voilà, c'est quand en fait l'informatique mécanique est arrivée, donc les premiers ordinateurs mécaniques, pour pouvoir en fait évaluer le temps qu'un ordinateur mettait à processer des informations. On parlait en nombre de femmes par année que ça prenait, et donc il y a le terme kilo girl qui est arrivé, tellement c'était les femmes en fait qui étaient derrière ces calculs mathématiques de base, et donc avant d'avoir les kilobits ou les kilo-octets, comme on dit en français, c'était les kilo-girls. C'est un peu dénigrant quand même, comme terme. Il y avait du mépris pour le travail de ces femmes à l'époque. Je ne sais pas s'il y avait un mépris, mais il n'y avait en tout cas pas la reconnaissance qu'elles méritaient. Et on va le voir d'ailleurs avec la photo suivante qui est... Voilà, vous faites le job à ma place. Effectivement, on peut voir la photo suivante. Voilà. Ah non, c'est pas celle-là. Ce sera juste celle après, mais si, celle-ci aussi de Fleming. Donc oui, donc ça c'est une photo en fait de Edward Pickering, qui est un astrophysicien, un éminent scientifique qui était à l'université d'Harvard à l'époque et qui a créé un groupe de recherche pour classifier en fait les étoiles et observer le ciel. Et dans ce groupe, il y avait quasi que des femmes. Il a engagé énormément de femmes, dont Williamina Fleming, voilà, qu'on voit sur cette photo, qui était sa propre femme de ménage en fait, et qui a créé un système, le premier système de classification des étoiles, qui a permis en fait de manière très rapide de classifier énormément d'étoiles. Et elle a découvert aussi de nombreuses choses, dont la nébuleuse à la tête de cheval, qui est une nébuleuse assez connue et voilà une image très connue aussi des photos de la NASA maintenant qu'on voit. Voilà, sauf que j'imagine à l'époque cette Madame Fleming ne devait certainement pas être mise en avant. Par contre, par la suite, il y a eu tout un courant effectivement de personnes, et pas uniquement de femmes, je pense, qui ont voulu remettre ces femmes à l'honneur. Parlez-moi un peu de ça. Oui, alors depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, disons depuis une cinquantaine d'années, mais on le voit beaucoup plus dans les médias depuis une dizaine d'années parce qu'il y a ces groupes de femmes activistes qui vraiment œuvrent à remettre les femmes qui, dans l'histoire des sciences ou l'histoire de la technique, ont été un peu oubliées ou dont la place a été malencontreusement, où les lauriers ont été pris par les hommes. Et donc il y a des groupes féministes activistes, mais il y a aussi de nombreux auteurs qui vont écrire des bouquins ou qui vont écrire des entrées sur Wikipédia pour remettre ces femmes... On va en reparler. Un autre symbole aussi, c'est l'image suivante, c'est l'ENIAC. Donc c'est la première... Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier vrai ordinateur, ça, l'ENIAC ?
Oui, c'est un des premiers ordinateurs qui prenait en fait la taille d'une pièce immense. Il y en avait qu'un au monde, donc c'était une énorme avancée scientifique au moment où il a été développé. C'était un ordinateur qui a permis notamment de faire des calculs balistiques pour l'armée. Et lors de la présentation publique de cet ordinateur en grande pompe, où toute la presse était invitée, toutes les femmes, parce que l'équipe qui a contribué au développement de cet ordinateur était majoritairement féminine, toutes les femmes qui ont contribué au développement de ce projet, il n'y en a aucune en fait qui a été invitée à ce gala d'inauguration et leurs noms n'ont pas été mentionnés. Cité, évidemment. Voilà. Alors, vous avez parlé d'un bouquin, on peut le voir, ce bouquin qui vous a inspiré aussi pour vos interventions, ce fameux bouquin qui remet sur le devant de la scène toutes ces femmes de Claire Evans. Voilà, vous l'avez cité tout à l'heure. On le voit, si ça devait en inspirer plus d'un pour le lire. Je vous conseille vraiment ce bouquin qui parle justement de toutes ces pionnières de l'informatique jusqu'aux femmes de maintenant et qui parle des femmes qui ont contribué à la création de l'Internet et de nos nouvelles technologies. Alors on refait un bond dans le temps avec la photo suivante. Je crois que ça va parler à pas mal de personnes de ma génération. Pour moi, c'est le Commodore, mais je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, mais donc c'était dans les années 80, c'est ça, plus ou moins. Années 80, avec le déclin des femmes dans les études et dans les jobs en informatique, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a senti ça. Voilà, il y a eu ce déclin parce que, comme on le voyait tout à l'heure, il y avait énormément de femmes dans ces filières. Pas pour les bonnes raisons, elles étaient engagées surtout pour une main-d'œuvre peu chère. Et puis, dans les années 80, il y a eu l'avènement du PC, le personal computer, donc les ordinateurs. Donc il y a eu arrivent dans les maisons. Voilà, ils arrivent dans les maisons, il y a cette démocratisation, et puis il y a aussi ce grand boom du jeu vidéo avec les premières consoles de jeux vidéo. Et du coup, le produit devenant vraiment un segment de marché énorme et avec un potentiel économique et commercial énorme aussi. Il y a tout un segment qui s'ouvre et des nouveaux postes qui sont créés. Et en fait, c'est le moment où l'informatique devient une filière prestigieuse. Et donc, il y a ces discours dans les médias qui disent, le futur, c'est l'informatique, c'est la technologie, soyez les créateurs du futur. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître énormément d'hommes dans ces filières-là. C'est aussi en concomitance avec cette image qui va être développée aussi du geek ou du nerd qui est dans son garage, qui est un hacker, qui prend le contrôle sur le monde, qui est un peu le synonyme du dieu tout-puissant, qui arrive à hacker des gouvernements. Du coup, ça commence à intéresser les hommes. Voilà, ça commence à intéresser les hommes. Là, on parle des stéréotypes. On va revoir cette dernière image. Vous disiez tout à l'heure, les femmes, là on est vraiment dans le stéréotype, se confortent dans l'idée qu'elles doivent absolument coller au rôle que la société lui donne. C'est un peu ça que vous nous montrez avec cette photo. Et une perte de confiance des filles, justement, par rapport à ces métiers de l'informatique. Oui, ça s'appelle la menace du stéréotype. En fait, c'est un mécanisme psychologique qui fait que les gens ont tendance à se conforter dans l'idée que les autres se font d'eux. Voilà. Et donc, par exemple, si un prof à l'école ou que des parents ou autres disent à une petite fille toi, tu dois jouer avec des Barbies, les camions, c'est pas pour toi, et tu n'es pas faite pour faire des calculs mathématiques ni un job scientifique, la petite fille, en fait, va avoir des mauvais résultats, par exemple, en maths, parce qu'elle va se conforter dans l'idée que les gens... On est toujours un peu là-dedans. Ouais. Alors, on le disait en tout début d'émission, c'est un danger. Le fait que la femme ne prenne pas, ne soit pas autorisée, ou ne soit pas poussée, en tout cas, à prendre ce tournant numérique, à y participer, à créer des choses, eh bien, tout cela est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, cette société numérique que l'on voit arriver dans notre quotidien de plus en plus, elle est pensée par des hommes blancs entre 30 et 40 ans. Et occidentaux. Donc ça réduit quand même la marge de manœuvre. C'est ça. Donc ce n'est pas que les femmes, en fait, c'est un danger de ne pas avoir une représentativité de la diversité de la technologie dans ces grosses entreprises de la Silicon Valley qui, en fait, créent des produits qui sont dans tous les foyers et qui sont utilisés par tout le monde. On va voir un exemple, parce que là, c'est un peu anecdotique, mais ça peut devenir effectivement grave. On va voir d'abord cette photo que beaucoup de gens connaissent, c'est Siri. Siri, donc sur un appareil, un smartphone. Voilà, c'est Siri ou
n'importe quel assistant vocal ou même en fait les GPS. Il faut savoir qu'au début de la création de toutes ces technologies, comme par hasard, les seules voix qui étaient disponibles dans ces assistants vocaux, c'était des voix féminines. Parce qu'on retourne de nouveau à cette image de la femme, l'assistante, la secrétaire, mais toujours qui est mise en second plan. Et donc, comme ce sont des hommes qui ont réalisé ces technologies, au début, il n'y avait pas le choix de mettre une voix masculine ou féminine. Maintenant, on peut choisir. Ok, il nous reste peu de temps, donc on va passer à la photo suivante. Et ça, c'est inquiétant. Donc, ce sont ces capteurs-là de robinet qui ne se déclenchent pas quand c'est une personne de couleur, en fait, parce qu'elle n'a pas été pensée par des personnes de couleur. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui ont développé cette technologie l'ont testé en fait que sur des mains de blancs. Et donc, ça arrive énormément. D'ailleurs, si vous tapez, si vous faites des recherches sur YouTube, vous allez voir énormément de vidéos où les personnes de couleur dans les toilettes publiques ne peuvent ni avoir de savon ni d'eau. Et il y a eu le même scandale, dans le même genre, avec la sortie de la Kinect de Microsoft, la toute première Kinect, qui ne reconnaissait pas les peaux foncées et donc qui ne fonctionnait pas. Alors, on va malheureusement devoir oublier les photos qui suivent, mais je voudrais qu'on revienne à l'intelligence artificielle, enfin qu'on arrive à cela, c'est le dernier point, parce que c'est vraiment les enjeux de demain, l'intelligence artificielle. Quels sont les risques que l'on prend si les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans tous les défis, les enjeux à venir des nouvelles technologies? Il y a un risque énorme qui est le fait que maintenant, de plus en plus, en fait, des grosses entreprises qui influent sur notre vie ou sur des décisions de vie font appel à des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, pour donner un exemple, il y a par exemple le système bancaire qui va automatiser de plus en plus des décisions. Donc, par exemple, des octrois de prêts, etc. Voilà, des octrois de prêts. Et ces décisions, elles vont se baser sur l'historique d'octroi de prêts. Et donc, si forcément, dans cet historique d'octroi de prêts, il y a moins de prêts accordés à des personnes de couleur ou à des femmes, l'algorithme risque en fait de répéter ce biais qui est déjà présent dans les données qui sont analysées par ces technologies. Et donc, dans la voiture autonome, par exemple, qui va en fait prendre des décisions qui influent sur notre vie ou sur la vie des autres, il y a ces questions d'éthique dans la technologie qui se posent énormément et qui sont à décider maintenant en fait, parce que... c'est irréversible. Voilà, ce sera trop tard une fois que c'est mis dans la main de tout le monde et que la technologie a été développée et commercialisée. Oui, parce que quand on voit l'exemple du robinet, effectivement, on se rend compte que, c'est dingue que ça n'ait pas été pensé avant. Donc là, les enjeux, effectivement, on cerne bien. Dernière photo, ce sont des posters de femmes qui ont marqué leur époque, notamment dans les nouvelles technologies. Vous vouliez les mettre à l'honneur, et tout ça pour clôturer et dire... C'est aujourd'hui, il faut se battre encore et toujours pour casser les stéréotypes et amener les femmes vers ces filières. Oui, exactement, et c'est pour ça, je le disais tout à l'heure, l'importance de montrer des exemples et de mettre des gens en avant et des rôles modèles. C'est ce qu'on fait au KIC et c'est ce que ces posters font aussi, qui sont téléchargeables gratuitement sur Internet et qui permettent de montrer que oui, il y a des femmes dans tous les domaines de la société, même dans les domaines techniques, et qui vont surtout donner l'envie à d'autres femmes de choisir ces filières parce que c'est possible et que d'autres l'ont fait. Eh bien, on espère que votre passage sur notre plateau va donner envie à quelques jeunes filles de suivre votre exemple. Merci en tout cas, Marie, d'être venue ce soir et de nous apporter toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt dans Entrée libre.